Rebonjour à tous. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé ce film. C'est moi un film difficile. J'ai été dans beaucoup de salles où les gens pleurent après. Surtout si c'est des choses qu'ils ont vécues eux-mêmes. Et puis moi aussi. Voilà. Donc, mon nom est Senta De Peut, je suis journaliste. Je suis maman d'un petit garçon qui a traversé l'autisme aussi. Alors, les vaccins ont aussi été impliqués dans son histoire, qui a eu la chance énorme d'avoir bénéficié de traitements qu'on a appelés les approches biomédicales, qui a pu s'en sortir tout à fait. Donc j'en dirai un petit mot. Et puis, bien, après, étant donné que j'avais une formation de journaliste, je me suis dit, il va falloir que je partage ces informations à d'autres parents. Donc c'est ce que j'ai tenté de faire en 2016 en organisant un congrès à Paris qui s'appelait le premier congrès européen de la recherche sur l'autisme, voilà, sur les témoignages et les recherches de pratiques médicales efficaces voilà, pour l'autisme, avec le professeur Luc Montagnier, par exemple, qui était dans le film. Et là, j'ai commencé à voir à quel point c'était un sujet, même le traitement, parce que je voulais vraiment parler de ce qui pouvait aider les enfants. Je ne voulais pas du tout fâcher le système. Donc l'idée, c'était de s'ouvrir. Et là, on a eu vraiment une répression, une censure, un harcèlement, etc. La réponse du système médical et de santé mentale, etc., médiatique, enfin bon, était absolument énorme. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite compris que le problème, c'était évidemment le nœud du problème, c'était l'autisme et la vaccination. Le film, donc ça c'était en janvier 2016, le film ici est sorti en avril 2016, et nous étions en plein dans le contexte des obligations vaccinales en France, hein, le passage entre les 3 et 11 vaccins, l'aluminium, les triples vaccins, les pétitions avec Henri Joyeux, tout ça. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, ce film, il va falloir le présenter, il va falloir en faire quelque chose. C'est devenu vraiment une arme, on va dire, de bataille, un peu partout, mais très clairement en France aussi. Et puis voilà, bon, ça, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec ça aussi. Et puis tout ça nous a mené, je dirais, à ne plus jamais s'arrêter sur la vaccination. Après ça, je me suis focalisée uniquement sur les problèmes de la vaccination. Donc j'ai commencé à publier dans plusieurs magazines alternatifs, Nexus par exemple, Néo Santé, Réalité Vaccination. Et puis bon, on a commencé à toucher tous les sujets, le RER, les vaccins DTP, les 11 vaccins. Et donc voilà, petit à petit, progressivement, j'ai commencé à entrevoir qu'il y avait vraiment un agenda global de la vaccination. J'ai commencé à prendre conscience de tout ce qu'on appelait l'agenda de la sécurité sanitaire, le Global Health Security Agenda, qui est étroitement lié à ceci. Et donc, je dirais à la limite à anticiper, parce que je voyais la même chose se passer partout, les mêmes narratifs, comme on dit aujourd'hui, les mêmes stratégies. Mon Dieu, il y a un enfant qui est mort de ci ou là, ou qui a eu la rougeole, c'est inadmissible. Puis il y avait des articles dans les journaux, et puis on passait des lois, et c'était vraiment des copier-coller. Et comme je suis en contact, je parle plusieurs langues, et donc je regardais ce qui se passait autour de moi. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau mondial. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai publié l'article, le fameux article qu'on a appelé après la prophétie Nexus, dans Nexus en mars 2019, qui parlait déjà où j'exposais, on va dire, tous les éléments d'un agenda global. Plan mondial de la vaccination, obligations vaccinales, les passes sanitaires, les vaccins ARN, etc., tout ça. Et puis, j'étais à peu près certaine qu'en fait, on allait avoir une grande déclaration de pandémie avec le début de la campagne électorale américaine.
qui était donc prévu en 2020, enfin l'hiver 2020. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc à ce moment-là, j'avais déjà des contacts avec Robert Kennedy Jr. Et je lui ai dit, écoutez, là, je pense qu'il y a un plan global, un coup d'État mondial, on va dire, qui est en train de prendre place. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Il va falloir organiser une réponse, on va dire, un peu partout dans le monde. Et voilà, est-ce que vous m'autorisez à ouvrir, on va dire, la branche européenne de votre association? Ce qu'on a fait, c'était fin août 2020, et puis je l'ai fait venir, il y avait la grande manifestation à Berlin, et on s'est dit, il faut donner la voix à des gens comme ça, pour pouvoir faire passer ce message qu'on essaie de passer. Vous avez vu à quel point c'était difficile déjà en 2016. On a continué, on n'a fait qu'avoir des politiques répressives, hein, toutes les législations, les fake news, les campagnes de fact-checking, voilà, la censure sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est vraiment une résultante, on va dire, de ce qui s'est passé là, avec l'autisme et la vaccination. Ils avaient besoin on sentait qu'ils allaient faire un truc comme le Covid, parce que c'était intenable pour eux. Donc ils n'avaient plus le choix que de vraiment prendre le contrôle, je veux dire, par la force. Et voilà, et puis là, aujourd'hui, en ce moment, Kennedy, donc je peux dire que tous les gens qui travaillaient, qui étaient dans son association, Children's Health Defense, on va dire la base de son équipe, ce sont des parents que vous avez vus dans le film. C'est le cercle le plus proche qui l'entoure. Et donc la base des gens qui vont voter pour lui et qui ne vont pas lâcher, qui sont là derrière lui aujourd'hui, c'est tous ses parents, c'est toutes ses familles. Et c'est pour eux qu'il le fait, pas uniquement, mais entre autres. Et là, je viens de lire aujourd'hui, donc se présenter à la candidature américaine, ça force les médias au minimum à vous donner une antenne, un tout petit peu, voilà, de présence sur des médias mainstream. Donc là, il y a eu une longue interview sur ABC et ils ont réussi à le censurer sur les vaccins. Donc ils ont dit, nous n'allons pas vous passer la partie de l'interview où M. Kennedy parle des vaccins parce que ce sont des fake news. Mais là, je veux dire, la bataille est engagée. Là, ils sont bien obligés de l'admettre. Donc voilà, on en est là. On en est à, pour les chiffres, un enfant sur 36. Alors ça, ce sont les chiffres officiels américains qui sont pris. Il y a différents types de statistiques. Là, ce sont les statistiques pour les enfants de 8 ans. Il faut savoir qu'évidemment, comme les diagnostics apparaissent vers 2-3 ans, donc en général, ça veut dire que c'est plus que ça. Probablement, parfois il y a des statistiques aussi mesurées sur l'âge de 4 ans, donc c'est plus autour de 1 sur 30, voire un peu moins. C'est la même chose en Grande-Bretagne. Je crois que c'est encore pire en Grande-Bretagne et en Irlande. Donc la situation est désastreuse. Et on comprend que ce film, et voilà la raison pour laquelle je voulais le montrer, le film Vaxxed a vraiment été étroitement associé à tout ce qui s'est passé, on va dire à l'accélération et la mise en place de cet agenda mondial de la vaccination. Si je remonte à l'époque où William Thompson, donc le lanceur d'alerte dans le film, le lanceur d'alerte du CDC, parce que c'est clair qu'un film comme ça, je veux dire, normalement, ça aurait dû casser, je veux dire. Enfin, nous, moi, j'avais vraiment l'espoir à l'époque qu'on brise l'omerta, on va dire, la censure, qu'il y a un vrai débat, que les gens, enfin, qu'on fasse tomber voilà, la bande-annonce du film commençait par les déclarations de William Thompson qui disait voilà, j'ai honte, vous ne me connaissez pas, j'ai une confession à faire, je suis un scientifique du CDC, voilà, je me confesse, on a menti, j'ai honte, je ne sais pas comment on a fait ça. Donc c'est plus que ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et donc, ils ont quand même réussi, en mettant le paquet vraiment uniquement sur
la personnalité de Wakefield en interdisant les projections du film, je dirais en vilipendant les gens qui même mentionnaient le film, y aller voir, ce n'était pas permis. C'est l'information dont on ne peut pas parler. Et donc, ils sont quand même parvenus à le faire, plus ou moins. Mais donc, je vais remonter quand même à cette histoire de 2014. Donc, William Thompson a fait ses premières déclarations. Il a publié un texte où il avouait, donc, avec sa confession, on va dire, sur la fraude, en août 2014. Donc un peu avant le film, forcément, puisqu'il y a eu la rencontre avec Brian Hooker, les scientifiques, etc. Août 2014. En novembre 2014, donc le système a réagi très vite. En novembre 2014, il y a eu la première réunion à la Maison-Blanche à Washington, qui s'appelait la réunion de l'agenda de la sécurité sanitaire, de le Global Health Security Agenda, avec les ministres de la Santé d'abord 40 et puis après 50 pays, l'OMS, avec Bill Gates, voilà, le département de la justice américain, le département de la défense américain, etc. Pour vraiment, je pense vraiment, donc, alors soi-disant, c'était pour étudier, se réunir sur les urgences sanitaires. Donc, si vous allez voir, ça inclut le nucléaire, etc. Mais la réalité, c'est en fait pour réagir à cette menace pour eux de vraiment faire exploser tout le dossier de la vaccination, des dangers de la vaccination, des dommages vaccinaux, sachant qu'on était en plein boom aussi des réseaux sociaux. Et donc là, l'information leur échappait. Donc, à la suite de cette première réunion, ils ont pris un certain nombre de décisions, et notamment de pousser les obligations vaccinales. Alors, il y a aux États-Unis, c'est la Californie qui a été désignée comme étant le pays, l'État, pardon, pour vraiment porter cet agenda. Et en Europe, c'était l'Italie et le Portugal. Et puis après la France, on a vu ça. Et donc, a été nommé comme on va dire, premier agent de ces réformes, la ministre de la Santé italienne de l'époque, qui s'appelait Beatrice Lorenzin, et qui est directement revenue et qui a dit, mon Dieu, il y a des campagnes. Donc ça a été le début du lancement de la campagne de la rougeole. La measles is back, le grand retour de la rougeole grande tueuse, etc. Et donc elle a commencé à faire des campagnes à la télévision, sur les réseaux sociaux. Alors c'était amusant parce qu'elle a vraiment inventé des fake news elle-même, en disant que des centaines d'enfants étaient morts en Grande-Bretagne. Évidemment, c'est jamais chez soi, c'est ailleurs. En Grande-Bretagne, de la rougeole, il fallait absolument voilà, vacciner tout le monde et passer de 3, les Italiens sont passés de 3 à 10 vaccins. Et voilà. Et la même chose s'est passée après avec le combat en France. Donc on était dans l'histoire du passage des 3 aux 11 vaccins. Et aussi on était en pleine période électorale. Donc c'est-à-dire que lorsque moi j'ai essayé de sortir la première du film, donc il est sorti en avril 2016 aux États-Unis, on a commencé à entendre parler, là c'était la campagne américaine, il y avait Trump contre Clinton. Et on n'a pas du tout parlé de ça ici, mais aux États-Unis, c'était un gros sujet de campagne. Et Trump avait promis de nommer une commission d'enquête sur la sûreté des vaccins, notamment avec les vaccins, l'autisme et la vaccination. Et énormément de gens ont voté pour lui en espérant faire passer ce sujet. Et il avait d'ailleurs dit qu'il désignerait Robert Kennedy Jr. comme étant la personne qui serait chargée de gérer cette commission. Donc beaucoup de gens, de l'autre côté, Clinton avait un slogan qui disait la terre est ronde, le ciel est bleu et les vaccins sont sûrs. Voilà. The earth is round, the sky is blue and vaccines are safe. Donc voilà, ici on n'a rien entendu de tout ça.
Il faut savoir que Trump lui-même avait un fils qui était un peu, on va dire, son fils Barron, donc celui qu'il avait avec Mélanie, donc, qui a souffert, on va dire, de dommages vaccinaux, voilà, avec un léger autisme, ou en tout cas l'ayant mené à des troubles de développement, qui a été soigné en Europe. Et donc, je veux dire, l'espoir, je pense que l'intention était sincère. Donc, quand il a été juste avant les élections, environ une semaine avant les élections, quand les démocrates ont compris que c'était pas certain que Clinton gagne, Obama et Bill Gates se sont réunis pour signer un financement massif du Global Health Security Agenda, donc pour pousser vraiment cet agenda de la santé globale et de la vaccination avec des crédits non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour tout ce qui serait les plans à l'étranger. Donc, c'est 3 jours avant l'élection. La première chose que Trump a dite après sa victoire et en arrivant à la Maison-Blanche, c'est « je vais m'occuper de ce dossier ». Mais il a reçu la visite de Bill Gates, qui lui a dit « écoute mon bonhomme, t'as pas compris, c'est pas parce qu'on est président qu'on décide ce qu'on veut ». Donc bah voilà, ça s'est arrêté là. Et je crois qu'il a reçu un petit financement de Pfizer ou de Merck, je ne sais plus très bien. Enfin bon, il a reçu quand même une compensation. Donc voilà, ça a été la fin du sujet. Donc on a bien compris qu'en fait, c'était vraiment au cœur de l'agenda politique. Et ça allait rester. Donc moi, c'est pour ça qu'on pouvait logiquement anticiper qu'aux élections suivantes, c'est-à-dire en 2020, enfin la campagne commençant en 2020, on pouvait tout à fait anticiper le fait qu'il y aurait probablement une grande pandémie juste à ce moment-là, puisque c'était le moment pour faire passer l'agenda de la santé globale, de la sécurité sanitaire, et on ne pouvait pas se permettre une deuxième campagne électorale avec ce sujet-là au milieu sur la table, quoi. Donc voilà, je pense que c'était quasi inévitable, on va dire. Bon, on l'a vu. Donc voilà ce qui s'est passé là. Je pense qu'on comprend maintenant. C'est pour ça que c'est intéressant. Par contre, ce qui s'est passé maintenant, je trouve assez remarquable, c'est qu'avec le Covid, énormément de gens je veux dire, tous les gens qui ne s'intéressaient pas de très très près, soit à l'autisme, soit à la vaccination, étaient quand même globalement convaincus que le méchant docteur Wakefield était responsable de tous les décès dus à toutes les maladies infectieuses sur la planète, et que c'était justifié de censurer, voilà. Donc, y compris dans les milieux où on dénonçait parfois les méfaits de certains vaccins, comme le Gardasil ou l'aluminium, on disait oui, mais ça c'est l'aluminium, mais Wakefield, ça c'est de la fraude. Je pense que maintenant on a vraiment, enfin c'est incroyable quand on voit le peu d'informations qu'on a dû aller vraiment chercher, décortiquer, passer les défenses de ce barrage du CDC, etc. Et puis maintenant, ben, je veux dire, c'est flagrant. Il y a eu tellement de mensonges tout le temps. C'est tout juste énorme, quoi. Donc là, je pense que c'est le moment de revenir en arrière, de dire, tiens, en fait, oui, maintenant, je pense qu'on peut l'admettre, quoi. Donc voilà. Je vais peut-être venir à mon histoire. En fait, parce que c'est pas juste le RER. Là, on a pris un exemple, c'est tous les vaccins. Mon fils, par exemple, qui est un enfant qui est très bien né, bien développé, vraiment un bébé heureux, en avance, etc. Il a fait des réactions après ses 2 premiers vaccins, qui étaient à l'époque des tétravax, c'est-à-dire on avait les 4 vaccins en un, diphtérie, tétanos, polio et coqueluche. C'était des réactions où il y avait beaucoup de fièvre, il criait beaucoup, et puis il avait l'air un peu comme un légume. C'est passé la première fois, j'avais un pédiatre assez ouvert, je me suis dit tiens, je lui en ai parlé, je lui ai dit est-ce que vous pensez que ça pourrait être... On avait absolument, je vous parle en 2000, il est né en 2004, donc...
à 15 ans, je veux dire, tout ça, on ne connaissait absolument rien. Je n'avais rien sur la vaccination ni sur l'autisme. Donc il m'a dit, ah tiens, c'est curieux. Et puis la deuxième vaccination, bah, la même chose. Donc là, on s'est dit, bah tiens, c'est peut-être ça. Et heureusement, c'était voilà, quelqu'un d'ouvert et d'intelligent. On s'est dit, bah, vous savez quoi, on va postposer le reste, on va s'en tenir là, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Mais comme en Belgique, on a donc une obligation vaccinale, le vaccin polio, bon, bah, on reçoit la lettre plus tard. Faites le vaccin, voilà, la 3e dose obligatoire. Je me suis dit, ok, bon, je vais faire juste une dose isolée. Parce qu'on dit, ah oui, mais si on les fait en isolé, ça va. Non. Donc j'ai fait une isolée polio et une isolée tétanos. Bah, c'est à partir de ce moment-là que mon fils a commencé à régresser. Et je n'ai pas eu des régressions comme ce qu'on a vu là, c'est-à-dire que la plupart des parents ont effectivement des cas où l'enfant tombe malade tout de suite ou dans les 48 heures avec les symptômes voilà, que vous avez entendus dans le film, hein, les fièvres, les cris, parfois des convulsions, c'est un peu la panique, on va à l'hôpital, etc. Donc chez moi, ça n'a pas été comme ça. Ça a été une régression plus lente. Des problèmes de santé, des cris la nuit, il ne savait plus dormir. Il a développé des infections, lui c'était beaucoup au niveau des infections des oreilles, donc des otites à répétition. Il avait des symptômes intestinaux, mais c'était plus dans l'autre sens, donc moins visible, hein, la constipation. Et donc je n'ai pas fait le lien en moi-même. C'est les 2 ans, ils sont difficiles, ils ont mal aux oreilles, enfin bon voilà. Mais il a commencé à régresser en fait de manière constante. Donc c'est un enfant qui parlait, qui avait peut-être 150 mots, qui pointait du doigt, etc., qui était très souriant et qui a tout perdu, donc tout langage. Là je vais vous faire une photo avant-après, je ne vous ferai pas les traitements, on ne va pas s'appesantir là-dessus, mais je vais dire pour donner la photo au moment, on va dire, d'un diagnostic d'autisme, c'est un enfant qui avait donc perdu le langage, perdu le contact visuel, qui avait aussi ces absences, qui sont en fait une sorte de mini-épilepsie, ouais, quand l'enfant est un peu comme ça, il n'y a pas de réaction, qui se tapait la tête par terre à la moindre frustration, qui se réveillait en hurlant 6 fois par nuit, qui, au moment où il a commencé, donc il n'y avait plus aucune interaction, il n'y avait pas moyen de lui faire quoi que ce soit. Au moment où il a commencé à reparler un peu avec les différents traitements, là j'ai vu un langage répétitif apparaître, donc la répétition de la même phrase pendant parfois des semaines, ou des mêmes mots, on va dire. Voilà, sautiller, marcher sur la pointe des pieds, sauter, battre avec les mains, etc. Enfin, des symptômes quand même assez classiques de l'autisme, avec un QI qui devait être estimé environ, alors pour ce que ça vaut, parce que bon, tout ça c'est pas très précis, malgré ce qu'on veut faire croire, environ en dessous de 80 à 85. Donc la normale c'est 100. Donc voilà, pour moi à ce moment-là, quand on a eu le diagnostic d'autisme, c'était le monde qui s'écroulait. C'était voilà, vous allez avoir un enfant handicapé à vie et il va falloir penser à des institutions, etc. C'était le drame. Et puis on est tombé sur des vidéos de l'Autism Research Institute. Et là, on voyait des enfants, des petites vidéos où on montrait avant, après, des enfants qui avaient fait des approches qu'on dit biomédicales, hein, donc voilà, tout ce qui était soigner les troubles intestinaux, les infections, les carences nutritionnelles, détoxiner les métaux, etc. Et on s'est dit, ok, il faut que j'essaye. Donc moi, j'ai essayé comme ça avec mon fils, je me suis dit, j'ai rien à perdre. En 48 heures, j'ai retrouvé un contact visuel après avoir supprimé les gluten soja. Et là, je me suis... alors, c'était pas langoureux, hein, mais il y a... vraiment, sinon, c'était impossible d'avoir même une fraction de regard, je veux dire. Et en 3 semaines, il a arrêté de s'automutiler, il était beaucoup plus calme, tout le monde l'avait remarqué. Et là, je me suis dit, il y a une piste. Sachant que je suis fille de
professeure en psychologie clinique de l'enfant et l'adolescent, fille de psychanalyste. J'ai fait 7 ans de psychanalyse avant d'avoir des enfants. Donc pour moi, ça a révolutionné ma façon de penser, parce que l'autisme, voilà, tout le monde le disait, c'était un trouble du lien, etc. Donc ça, je connaissais les théories, mais en même temps, je trouvais que je ne voyais pas en quoi elle s'appliquait vraiment à moi. D'abord, je ne voyais pas pourquoi mon enfant allait bien puis n'allait plus bien. Il ne s'était rien passé. J'avais déjà pas mal creusé en ces temps de voilà, tout ce qu'on peut creuser, de ses propres problèmes. Moi, j'avais l'impression d'être une femme heureuse, on avait un couple heureux, voilà, mon mari avait une bonne situation, enfin, tout allait bien, vraiment. Je ne voyais rien qui pouvait justifier un traumatisme au point de ne pas pouvoir dire oui ou non, par exemple. Ouais, j'avais des amis, les couples se déchiraient, mais il y avait... Voilà, les enfants étaient difficiles, mais quand même pas à ce point. Pas au point de ne pas savoir dire un mot. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer. Puis quand j'ai vu ça, c'était vraiment la révolution complète. Et donc, je me suis dit, je mets tout de côté et je vais mettre le paquet sur ces approches. Voilà. Donc, j'ai pris des contacts aux États-Unis, je me suis occupée de tout ça. J'avais 25... je notais, j'avais un journal, je lisais 300 messages par jour de parents qui faisaient... Il y avait des groupes à l'époque, c'était les forums Yahoo. Je lisais 300 messages par jour, j'en ai lu plus de 100 000 au bout de quelques années. Et ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment individuel. Donc il y a des approches, mais la clé, c'est l'observation. La clé, c'est la prise en main par le parent, vraiment, l'expert numéro 1. Ça, s'il y a qu'une chose à retenir au niveau de ce qu'on peut faire, c'est de se dire qu'il faut vraiment reprendre les clés en main en tant que parent, parce que le plus grand expert de l'enfant, c'est le parent. C'est pas le type qui le voit une fois tous les 6 mois à la consultation, quoi. Et donc voilà, donc je notais tout ça, il prenait 25 trucs par jour. Mais on va dire qu'en 2-3 ans, il est sorti de l'autisme. Là maintenant, il a 19 ans. Il est en première année de cinéma. Voilà, il est brillant. Il a appris l'anglais. Il lit des bouquins. Il lit la philosophie, des trucs qu'on lit à son âge, Nietzsche. Voilà, on a des grandes conversations intellectuelles. Il a des amis, il fait du sport. Voilà, c'est extraordinaire. Alors la question, j'ai envie, ça c'est vraiment un truc que je trouve très très important, il y a énormément de débats autour de moi, surtout par exemple quand je parle de ça, les gens sont très fâchés, beaucoup de gens sont fâchés, disent non, on peut pas sortir de l'eau, on ne peut pas guérir, surtout n'utilisez jamais le mot guérir, alors là ça c'est à proscrire pour toutes les maladies, c'est interdit. Mais on va dire, même sortir de l'autisme, ou voilà, c'est impossible aussi. Et donc, je regrette énormément qu'il y ait eu des controverses sur la définition de l'autisme. Les autismes comme si, les troubles du développement, les TSA, tout ce que, en fait, le monde fait, c'est le monde médical, les autorités, etc., c'est chipoter sur les mots, les étiquettes, faire des tests, mettre une étiquette, donner des médicaments. C'est inutile. Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, quand je raconte mon histoire, il y a le avant-après. Voilà, on est passé d'un enfant qui avait l'air d'être un enfant autiste, en tout cas c'est comme ça qu'on les diagnostiquait avec ces troubles-là, ces caractéristiques-là à l'époque. Et si on devait refaire le même test aujourd'hui, on dirait, bah voilà, il l'est plus. Est-ce qu'il l'était, qu'il l'est toujours, mais que ça ne se voit plus? Est-ce qu'il ne l'a jamais été, mais qu'on a mal diagnostiqué à l'époque, mais bon, quand même, voilà, il était mal bas. Ni lui, ni moi, c'est une question qui nous intéresse. Je pense que c'est une question où on perd beaucoup de temps. Par contre, ce qui est grave, c'est d'avoir des enfants qui sont dans l'état que vous avez vu, de souffrance. Donc pour moi, clairement, le job de chaque parent, il y a trois critères, quel que soit l'état de l'enfant: le bien-être, l'autonomie et le développement des capacités. C'est tout ce qu'on fait. Voilà. Sur le point de vue physique, sur le point de vue mental, sur le point de vue social. Donc voilà. Je m'arrête ici avec mon histoire.
Mais comme ça, vous voyez de quel point de vue je parle aussi. Donc bien entendu, nous avons essayé de parler avec le congrès sur sortir de l'autisme, avec le docteur Olivier Soulier, il y avait Luc Montagnier, etc. Donc voilà, la réponse a été celle qu'on a connue, ça a été une répétition de ce qu'on a vu avec le Covid, c'est-à-dire les médecins ont été harcelés, ils ont été traînés devant l'ordre, on a interdit les traitements, les parents ont été harcelés. Il suffisait pour certains parents même de vouloir faire des régimes, on a menacé de les traîner aux services sociaux, de prendre les enfants, etc. Donc il y avait à l'époque, après le congrès, environ 10 000 familles, je pense, qui avaient commencé ces approches en France. Il y avait des formations entre médecins, le groupe Chronimède par exemple, et d'autres, hein, bon, avec des types d'interventions très différents. Hein. Il y en avait qui étaient pour les antibiotiques, il y en avait qui étaient contre, pour l'homéopathie. Mais enfin, il y avait en tout cas une volonté de faire quelque chose pour sortir les enfants de ce truc-là. Et bon, ben, on l'a bien vu, il y a des médecins qui se sont fait tout simplement radier. Et tout s'est arrêté, les groupes ont fermé, tout le monde a pris peur. Voilà, ça a été, on a fermé on a interdit de faire certaines analyses de laboratoire, les remèdes qu'on utilisait, il n'y a plus moyen de les vendre ou de les importer. Enfin, voilà, ils ont vraiment mis le paquet. Et puis il y a eu les grandes campagnes sur Vax, l'autisme et la vaccination, Andy Wakefield. Qu'est-ce qui s'est passé après le film? On va revenir au film. Aux États-Unis, le film il y a eu une volonté de faire la première au festival de Tribeca. Tribeca, c'est un festival de cinéma indépendant qui était notamment, je pense qu'un des présidents du festival, c'était Robert De Niro. Robert De Niro a un enfant autiste aussi. Et donc, il s'était dit, moi, je veux absolument que ce film passe à mon festival. On lui a fait des pressions, et donc le film a été censuré, n'est jamais passé au festival. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement des parents, des familles, qui a fait en fait que les gens ont organisé eux-mêmes les projections du film dans des maisons, dans des salles paroissiales, dans des petits cinémas locaux, partout là où on pouvait le faire. Et ils ont fait une tournée à travers les États-Unis. Et ils ont fait une tournée pour ça à un moment, ils ont loué un bus. C'était la tournée Vax, avec le bus Vax. Voilà, on a peint le bus avec les lettres Vax. Et ils ont fait une tournée qui a duré, je pense, 1 an et demi aux États-Unis. Puis il y a eu en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Voilà, en tout cas pour la partie anglophone. Moi, j'ai essayé d'embrayer ici avec... ça n'a pas été évident non plus, hein, donc, avec ce qu'on a vécu au Parlement européen. Bon. Mais en tout cas, cette tournée là-bas a donné lieu à une prise de conscience que ce n'était pas uniquement le problème avec le vaccin ROR ou l'autisme et la vaccination. Donc ce qui s'est passé, c'est que très très vite, des gens sont venus voir le film et ont dit « moi j'ai besoin de raconter mon histoire, et voilà mon enfant, ci et là ». Et là, on a commencé à comprendre que c'était tous les vaccins. Il y a eu des histoires de guerre d'asile, il y a eu des histoires avec les vaccins DTP, avec les vaccins sur la méningite, tous les vaccins. Et là, on s'est rendu compte que c'était je veux dire, même l'équipe de Vax, c'était vraiment une marée, un tsunami de dommages vaccinaux qui était inconnu en fait de tous, parce que personne, même pas le CDC ne le sait. Et donc, ils ont commencé à enregistrer à chaque projection. Ils faisaient monter, ils faisaient des interviews, ils faisaient monter des gens dans le bus et on recueillait des témoignages. Donc, ils ont recueilli environ 10 000 témoignages. 10 000, et les gens signaient sur le bus. Alors ça fait, ces témoignages, et encore moyen d'en voir énormément. À un moment, ils étaient sur le site de Vaxt. On a dû les classer par type de vaccin, par type de maladie. Enfin, c'est devenu un truc énorme.
Et puis, ils ont réalisé un deuxième film qui s'appelait Vax 2, en fait. Donc voilà, qui racontait tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé après. Andy Wakefield, de son côté, a réalisé encore un autre film. Donc c'est pas Vax 3, mais qui s'appelle 1986 The Act, ou que j'ai sous-titré également, qui s'appelle 1986 Quand Pharma fait la loi. Et qui explique, vous avez vu à un moment donné, ce qui s'est passé aux États-Unis. On en parle brièvement dans le film Vax, c'est-à-dire le fait que tout ce qui concerne la vaccination a été sorti des tribunaux, des juridictions normales, on va dire. Ils ont créé une sorte de tribunal administratif uniquement pour la vaccination. Et qui en fait ne permet pas, donc avec un système de compensation, en disant, mais ils avaient une sorte de liste en disant tel vaccin, on peut éventuellement accepter tel type d'effet secondaire, etc. Après, il faut le prouver. Avec un tribunal où tout se passe à huis clos, où il n'y a pas moyen de faire appel, etc. Donc en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est complètement verrouiller le sujet de la vaccination, le sortir complètement des tribunaux. Évidemment, vous vous en doutez, il n'y a jamais moyen. Il y a eu que de très très rares cas qui ont été indemnisés, parce qu'on trouvait toujours... Bon, là aussi, il y a une énorme fraude qui ferait au moins l'objet de 1 ou 2 films, dont on parle notamment dans 1986 The Act, mais qui fait qu'aux États-Unis, il est impossible aujourd'hui de porter une affaire, on va dire, concernant les vaccins devant les juridictions normales. Contrairement à l'Europe, où c'est encore possible. La seule, ça j'ai envie de le dire, c'est important, la seule manière, même en Europe, il y a plus ou moins moyen, sauf qu'on n'arrive jamais à faire la preuve que c'est lié au vaccin. Et notamment dû au fait que les vaccins sont combinés. Donc on vous dit « Ah, oui, un vaccin, oui, mais vous êtes incapable de démontrer l'ingrédient ou le vaccin qui est responsable des effets secondaires, donc il n'y a pas d'effet de cause, etc. Donc au bout de 20 ans, voilà, il y a des non-lieux, voilà. Donc ça n'avance pas non plus, c'est tout aussi pourri, on va dire. En fait, le point faible, et c'est pour ça que je publie, j'ai créé aussi ma lettre personnelle sur Substack, qui s'appelle la lettre de Sentas, et que ça me permet quand même de publier aussi voilà, plus d'articles uniquement, on va dire, de mon point de vue, ou ceux qui sont un peu mon dada. Le point faible, c'est la qualité des lots, c'est la qualité des vaccins. C'est-à-dire que la stratégie n'est pas de dire il faut aller expliquer, par exemple, que l'aluminium fait du tort dans les vaccins. C'est beaucoup plus compliqué. La réalité, c'est qu'en fait, les lots ne sont pas conformes. Et ça, c'est un sujet que moi, j'ai commencé à travailler. Les lots de vaccins ne sont pas conformes. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et deux lots ne se ressemblent pas. Donc, certains sont conformes à ce qui est censé être sur l'étiquette. Déjà, il n'y a pas toujours les ingrédients, mais on va dire que, hormis les vaccins Covid, encore un sujet à part, d'accord, on est pré-Covid, tout le monde a toujours... C'est une question que personne n'a jamais vraiment remis en cause, quoi. On faisait au moins confiance à l'industrie pharmaceutique pour produire un vaccin avec, voilà, avec les souches vaccinales, les agents pathogènes, etc. Non. En réalité, le problème, c'est que ces vaccins ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas le même contrôle que pour les médicaments. C'est-à-dire que les vaccins ne sont pas considérés comme des médicaments, ils sont considérés comme des biologicals. La raison principale, c'est justement pour pouvoir les fabriquer vite et les fabriquer hors contrôle. C'est la raison principale. Et ça, soi-disant, dans l'optique où il y a soit une attaque bioterroriste, on est obligé de les faire très très vite. Donc ça c'est la raison de départ. Donc, si vous voulez, il y a quelques années, moi c'était un sujet que les Italiens, notamment les Italiens chez Corvelva, ont énormément creusé.
je pense que c'était les seuls au monde à avoir vraiment poursuivi cette stratégie, c'est d'aller vérifier, contrôler, faire des études indépendantes de qu'est-ce qu'il y a dans les fioles, dans les vaccins qu'on achetait à l'époque, en tout cas en pharmacie. Et là, ils sont aperçus que non, les vaccins n'étaient pas toujours conformes à ce qui était marqué sur l'étiquette. Donc, par exemple, dans certains vaccins, je me souviens, analysés, il n'y avait même pas assez de... je crois que c'était un vaccin ROR, justement. RORV. En Italie, ils ont parfois la varicelle en plus. Il n'y avait pas assez de souches rougeole. Donc là, c'est un argument majeur. Ou bien il y en avait d'autres, on ne les retrouvait pas. On ne retrouvait pas dans ces cocktails de vaccins. On ne retrouvait pas les souches, voilà, la polio, et puis la diphtérie, le tétanos, enfin, tout ce qui est censé avoir dans le vaccin hexavalent. Il y avait une espèce d'agglomérat. Je sais pas, enfin voilà, demande plus d'études, hein, comme on dit. Mais donc il y en a plein où on retrouve plus, on a retrouvé des crasses. Hein. Donc il y avait une pollution, on va dire, une contamination, soit bactériologique, biologique, soit des contaminants toxiques. Voilà, et des métaux et des nanoparticules. Bon, j'ai publié là-dessus aussi. Mais là, c'est le seul cas où, qu'on soit pro ou anti-vaccin, tout le monde est d'accord que c'est quand même important qu'au moins il y ait dans le produit ce qu'on a promis qu'il y avait dedans. Donc, je veux dire, si j'achète une barre de chocolat, je veux qu'il y ait autant de pourcents de cacao. Voilà. Si j'achète un vaccin, que je sois pour ou contre, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait au moins, voilà, même, faut qu'il y ait autant d'aluminium, de DTP, de trucs. Voilà. Donc voilà, ça n'y est pas. Donc c'est le sujet sur lequel je reviens systématiquement et je ne lâcherai jamais parce que là, en plus, l'industrie est responsable. C'est le seul cas où elle garde sa responsabilité et c'est le sujet qui met tout le monde d'accord. Et la réalité, aujourd'hui, tout le monde se dispute énormément. J'en vais un peu au vaccin Covid, mais la résistance est très divisée avec les histoires de virus, pas virus, ARN, graphène. Quelque part, je veux dire, moi j'ai envie de dire... je ne comprends pas pourquoi de toute façon, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, non, mais c'est la réalité, c'est qu'en fait, si j'ai publié, je vous invite vraiment à la voir, parce que j'ai publié toute une enquête là-dessus, vraiment un gros dossier dans Néo-Santé. Je ne suis pas la seule à le dire, hein, mais enfin, bon, voilà. Il n'y a pas eu de contrôle avant, il n'y a pas de contrôle des lots après. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On imagine que, voilà, comme quand vous faites du fromage, de temps en temps, il y a un inspecteur qui va piocher un lot. Non, c'est faux, ça n'arrive pas. Et si jamais il y a un contrôle, de toute façon, c'est l'industrie elle-même qui fait le dossier. Voilà. Donc, il n'y a pas de contrôle. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'aux États-Unis, les lots, donc il y a moyen dans le VARS, qui est le système qui enregistre les dommages vaccinaux, ils associent normalement les numéros de lot, ce qu'on ne fait pas en Europe. Donc si vous allez dans la base de données Eudravigilance, vous ne savez pas voir, tiens, il y a un problème avec tel lot. Aux États-Unis, ils font ça, et ils incluent aussi les données européennes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la très grande majorité des dommages vaccinaux rapportés se retrouvent sur 5 à 10% des lots. Donc ça veut dire qu'il y a des lots pourris. Et puis il y a des lots qui n'ont rien du tout. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, il y a probablement eu des lots où effectivement il n'y a rien, hein, ils sont des placebos, et il y a eu des lots vraiment pourris. Et il y a probablement même différents dosages, donc on ne sait pas, il y a peut-être des vaccins avec du graphène, il y a peut-être des vaccins sans graphène, peut-être des vaccins avec de l'ARN sans ARN. On n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. Moi qui suivais ce dossier avant le Covid, donc dès le départ, dès qu'il y a eu le Covid, on s'est rassemblés avec tous les gens qu'on connaissait et qui travaillaient déjà sur les sujets. Certains qui étaient un peu connus, mais puis d'autres dont on ne dira toujours pas les noms, mais avec des scientifiques, comme à ce moment-là, j'avais ouvert
voilà, l'Association européenne de Children's Health Defense. Donc on a vraiment eu des réunions entre les États-Unis, l'Europe. Il y avait des chercheurs allemands, des chercheurs autrichiens, des chercheurs italiens, il y avait des gens de différents bords. Pendant 1 an déjà, il a fallu mettre la main sur une fiole de vaccins. Parce que les vaccins, en fait, ce n'est pas des vaccins, c'est-à-dire c'est des medical countermeasures, et donc ça a été toute l'opération, Warp Speed aux États-Unis, a été une opération militaire. Tout, absolument tout, a été dirigé par les militaires. Les vaccins ont été développés par des militaires. Ils ont été non seulement développés par des militaires, mais par des gens qui faisaient de la recherche, tous, y compris les scientifiques en chef, sur tout ce qui est transhumanisme. Donc, intelligence artificielle, voilà. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et donc, il n'y a pas eu, en fait, la FDA, etc., qui sont déjà, on a déjà vu à quel point ils sont complètement pourris, mais ils n'ont même pas eu un droit de regard là-dessus, en fait. Ils ont vraiment donné ce qu'on appelle un blanc-seing, idem ici à l'Agence européenne des médicaments. Alors, il y a eu des EMA leaks, hein, donc des fuites, des documents fuités qui ont montré que, oui, il y a toujours bien quelques personnes dans ces services, comme ce William Thompson, voilà, qui s'inquiètent en se disant « non, mais ça ne va pas ». Mais il y a eu évidemment des pressions politiques, notamment d'Ursula von der Leyen. Mais donc, tout est à un statut, on va dire, militaire. Il est interdit, le protocole de vaccination a été entièrement conçu par les militaires. Par exemple, le fait qu'après la vaccination, il fallait remettre les flacons sous scellés. Sous scellés. Donc il n'y avait pas moyen de se dire bon, écoutez, le flacon là, est un peu vide, on va prendre le truc qui reste, il y a 3-4 gouttes qui restent. Non, je vous assure, hein, pendant 1 an, tout le monde était là en se disant quand est-ce qu'on met la main sur un vaccin. On a fini par mettre la main sur des vaccins. Et là, effectivement, bon, là, ça a été une toute autre histoire, quoi. Là, ce qu'on a vu, je me souviens très bien, la première fois, même la personne qui a présenté ces premières images, c'est, écoutez, je ne sais pas ce que je suis en train de voir, mais ce que je vois, je n'ai jamais vu, je ne sais pas vous expliquer ce que c'est. Il y avait ces espèces de petits bâtonnets, de petits... On voit bien que ce n'est pas un truc naturel, et puis ça s'assemble, ça change. Ces structures qui s'assemblent, manifestement, ce sont des nanotechnologies. Il n'y a pas moyen de dire autre chose, ce n'est pas juste des crasses, ce qu'on voyait avant, ce qu'on appelait des nanoparticules avant, dans les autres vaccins, hein, ceux auxquels j'ai contribué à faire des analyses, qui étaient des vaccins pédiatriques. Les bons vieux vaccins classiques, on va dire que ce qu'on trouvait dedans comme nanoparticules, c'était des crasses métalliques. Mais là, ici, ce n'était pas des crasses, c'est je ne sais pas quoi, des nanotechnologies, voilà. Et puis la première fois, on s'est dit, bon, c'est peut-être une erreur, et puis quelqu'un d'autre, voilà, de manière répétée, on a vu ces trucs, on ne peut pas dire, je ne sais pas ce qu'on peut en dire. Et voilà, donc c'est bien de parler de l'ARN, mais là, le gros dossier, il est là. Le problème, c'est quand on va avec des trucs comme ça, on vous dit que vous mentez. Enfin, les gens, même il y a des parlementaires qui sont au courant, hein, dans plusieurs pays, et même au Parlement européen, mais c'est tellement énorme, ils ne savent pas quoi en faire. Comment voulez-vous sortir un truc pareil? C'est pas possible. Voilà. Mais donc, voilà, je pense que... Là, on a atteint un sommet. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe avec, en attendant la véritable épidémie, c'est ce qui se passe avec nos enfants. On l'a vu, un enfant sur 36 aux États-Unis, et probablement même plus, avec un diagnostic d'autisme. Autisme, c'est un gros diagnostic. À côté de ça, il y a les enfants qui ont des troubles du développement, donc qui ont de l'hyperactivité, des TED, comme on dit, troubles envahissants du développement, troubles de l'attention, etc. Donc voilà, tout ça, c'est pas pris en compte dans ces chiffres. On parlait de rilatine pour
Pour l'industrie, ça représentait, je pense, 11 milliards quand même. Les médicaments qu'on vend pour l'autisme, ça rapporte quand même 11 milliards, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Moi, il y a quelques années, j'ai fait une discussion dans une classe d'élèves 14 ans, je pense, en Belgique. Sur les dangers, là, c'était pas les vaccins. Ça, j'aurais pas osé. Mais on parlait quand même des ondes des ondes GSM. Et puis, ouais, j'ai un fil en aiguille, j'ai un peu parlé de système immunitaire. Et puis je dis, ouais, l'hyperactivité, on donne parfois des médicaments, voilà, comme de la Ritaline, tout ça, mais en fait, ou Elatine, ça dépend comment on l'appelle. Mais voilà, en fait, il suffit de changer son alimentation, changer son comportement, et on peut très bien s'en débarrasser relativement vite. Et là, j'ai eu 6 élèves qui ont dit « Ah, mais moi, j'en prends ». Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, on en est quand même là aujourd'hui. En 2023, j'étais invitée à faire une intervention au Parlement européen. Des gens qui ne savaient pas très bien qui j'étais parce que... en fait, j'ai un truc qui se passe, c'est que de temps en temps, il y a un orateur qui tombe à la dernière minute. Et alors, c'est l'occasion, je ne sais pas, il y a quelqu'un, il y a toujours quelqu'un un peu sournois comme ça qui dit « Ah tiens, on va demander à Senta ». Puis les gens sont contents d'avoir quelqu'un, ils n'ont pas le temps de vérifier qui c'est. Et puis voilà, donc voilà. Ça m'arrive, donc ça m'est arrivé de parler au Parlement européen récemment. Et c'était pas en séance plénière, hein, bon voilà. Mais c'est à l'occasion de Youth Mental Health. Donc c'est 2023, l'année de la santé mentale chez les jeunes, avec quand même des statistiques de 1 jeune sur 10 suicidaire. Ça, c'est le Covid. Donc, évidemment, on sait bien que l'OMS a derrière ça toute sa stratégie, tester. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Tous ces jeunes, il faut les tester, voir s'ils n'ont pas tous ces troubles, et puis on va donner des médicaments. C'est toujours la même recette, hein. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout ce qui s'est passé en fait avec le film. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé avec le film ici à Bruxelles. Pas vraiment, pas vraiment. Donc ça, c'était quand même une sacrée aventure. Donc février 2017, en plein milieu, donc on revient en politique, en plein milieu des élections, enfin, pas en plein milieu des élections. J'ai parlé de la campagne électorale aux États-Unis tout à l'heure, puis chez nous, en France, c'était les élections au mois de mai, on avait les européennes, on avait je pense les élections en France. Donc on savait, avant les élections, il y avait eu une décision très importante du Conseil d'État qui avait dû trancher sur la question des vaccins, en fait du triple vaccin en France, à savoir que on obligeait les familles à faire vacciner leurs enfants pour diphtérie, tétanos, polio, pour 3 vaccins, mais il n'y avait qu'un vaccin hexavalent qui était disponible sur le marché. Et donc ils étaient obligés, c'était un peu de la vente forcée, d'ailleurs il y avait une avocate qui avait très bien saisi le dossier par cet angle-là en disant « oui, ça, il y a une vente forcée, donc c'est pas possible ». Donc l'État avait l'obligation de résoudre ce problème, avec 3 solutions possibles. On supprime tout à fait les obligations vaccinales, sachant que 40% des Français étaient hésitants, sceptiques à la vaccination. 2, on refabrique des vaccins, des triples, voilà, des TP, on les remet sur le marché. Ça, apparemment, c'était complètement impossible. On sait en faire des 6, mais 3, plus possible. Ou alors, on augmente les obligations, c'est plus simple, n'est-ce pas? De 3 à 11 vaccins, du coup, prenons-en quelques-unes de plus. Et je me souviens qu'à l'époque, vraiment toutes les associations, on va dire, voilà, qui luttaient pour la liberté médicale, il y en avait plusieurs en France, tout le monde m'avait dit, ça ne va jamais passer. On va avoir la liberté, on va enfin être débarrassé des obligations vaccinales. Tous.
Et moi, je m'étais dit, je sais pas, mais j'ai pas l'impression. Je pense qu'ils sont plus retors qu'on imagine quand même. Donc voilà, on avait fait avec Michel Rivasi, du Europe Écologie Les Verts, on avait dit on va faire un truc sur la sûreté des vaccins en février, donc les élections c'était en mai. On va faire un truc sur la sûreté des vaccins parce que personne ne parle du thème de la vaccination dans cette campagne électorale. Et là, il y a quand même un gros morceau là, avec Vax et tout ça, c'est le moment, faut taper dedans pour faire lâcher sur les obligations, quoi. Donc voilà, on s'était dit on va faire ça, on va organiser ça à Bruxelles. Et puis, ben oui, voilà, avec la première du film, on avait invité Andy Wakefield, on avait invité Luc Montagnier qui était dans le film. Il y avait les Italiens qui avaient parlé des nanoparticules, il y avait d'autres gens, il y avait Chris Exley qui était le spécialiste de l'aluminium, qui avait dit mais oui, un Anglais qui avait vu un lien entre la présence d'aluminium dans le cerveau des autistes et la vaccination. Enfin bon, il y a beaucoup de monde. Et je me souviens que j'avais dit à Michel Rivasi, attention, c'est quand même un sujet très chaud. Il m'avait dit, oui, bon, écoute, j'ai déjà fait des trucs sur le prix des médicaments, Big Pharma, je connais, ça fait quelques années que je le fais, voilà, j'ai fait Greenpeace, ok, ça va. Moi, j'ai quand même des doutes, mais voilà, par mesure de sécurité, puis je m'étais dit, bon, il y a Wakefield qui vient, on ne sait jamais, je vais réserver une deuxième salle à Bruxelles, comme ça, on aura aussi un film le soir, pour le grand public, parce que bon, au Parlement, de toute façon, voilà, c'était limité. Comme ça, et puis du même coup, on va faire à Paris aussi. On va faire la première du film à Paris 2 jours plus tard. Et là, et puis on va la faire à Londres. Voilà. On va faire une première européenne. Heureusement, j'avais choisi une salle. J'avais été bien inspirée. J'avais été voir toutes les salles à Bruxelles. J'avais dit, est-ce que vous recevez... Oui, ah oui, on est pour les débats, la liberté d'expression, engagée, tout. Est-ce que vous avez des subventions? Ah oui. Ah. Et si jamais on vous dit ah ben non. Ok, je vais aller m'informer ailleurs. Donc voilà, j'ai trouvé une salle qui appartenait à l'église. Avec une dame qui m'a dit, écoutez, moi je connais un tel, il est mort d'un vaccin, je craquerai pas, je vais jusqu'au bout. Ok. Donc voilà. On a eu un déchaînement, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Parce qu'à un moment, ouais, il y a tout ce qu'il y a dans le film, on se dit, mon Dieu, il y a le CDC, il y a ci, il y a là. On commence à se dire, bon, bah, c'est plus gros que juste quelques-uns. Mais je pense que personne n'avait vraiment une idée à ce moment-là de à quel point toute cette toile se tenait pour pousser cet agenda et protéger cette histoire de vaccination. Et donc là, quand on a annoncé la conférence, alors il y a eu un déferlement, un déchaînement médiatique. New York Times, Washington Post, ah oui, mais tous les groupes de presse s'y sont mis. En France, n'en parlons pas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Belgique, la ministre de la Santé, la Lorenzin, la ministre de la Santé italienne, est venue personnellement demander au président du Parlement européen d'annuler la séance, en disant que c'était honteux, etc. Tout le groupe des Verts s'est retourné contre Michel Rivasi et son propre groupe, y compris son propre assistant qu'elle a dû virer dans l'affaire. Enfin, c'était au-delà de l'imagination. Donc, in fine, sur les réseaux sociaux aussi, on avait des attaques. Voilà. Et donc tout a été finalement, on l'a quand même fait, hein, mais on l'a fait dans l'autre salle, qui elle a eu des menaces de mort, de trucs, de machins, voilà, on a tout eu, et on l'a quand même fait dans cette autre salle. Et puis il y avait la diffusion, c'est la première fois que je raconte tout ça en détail. Il y avait, 2 jours plus tard, on avait le même truc à Paris. Donc là, à Paris, on a quand même, c'était la salle de l'arrondissement du 2e. Donc la mairie du 2e, c'était le fief des Verts. Donc on était, on va dire, à la maison, puisque c'était une députée écolo qui organisait le truc, donc tout était plié, etc. Eh bien, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo,
qui a imposé, voilà, qui a interdit le truc. Ouais. Ah ouais, ça a été jusque-là. Après ça, je me suis dit, oh là, c'est vraiment terrible, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je me suis dit, tiens, il y a le festival de Cannes. Je vous jure. Je vais vous dire, c'est comme ça qu'on découvre la foi. Donc, je discutais avec malheureusement, un des grands malheurs de toute cette affaire, c'est que le film a été distribué, enfin, c'est un grand malheur, un peu, on va dire. Le film a été distribué par un distributeur officiel dont la spécialité, c'était faisait que des films indépendants, des films à controverse, voilà, qui s'appelait Cinéma Libre. Et puis à un moment, parce qu'eux, ils s'étaient dit, ils voulaient casser le truc, quoi. Ils voulaient vendre leur film, ils voulaient que ça passe en salle. Et ça ne marchait pas, évidemment, il n'y avait jamais moyen. Donc, mais ils espéraient quand même, au début, ils ont vraiment mis le paquet pour essayer. Et donc à un moment, je discute avec un d'eux, il me dit, oui, tu comprends, là on a les festivals de Cannes, patata. Et je dis, ah, Cannes, voilà une idée, festival de Cannes. Et puis je raccroche mais il y a une espèce de truc comme ça, c'est genre un secret, je vous dis. Quand il y a une idée un peu machiavélique qui arrive comme ça, qui est parachutée en haut, et puis il y a une sorte de sentiment de jubilation comme ça, et puis je me dis, bon, tu déconnes, c'est pas du tout possible là. Et donc, ouais, puis voilà, ma vaisselle, mes trucs, Cannes. Et puis j'en discute avec une amie, j'ai même pas regardé, je suis même pas cinéphile, donc j'ai même pas regardé, j'ai jamais regardé, à 6 semaines, hein, j'ai jamais regardé le festival de Cannes, je connais rien, je n'ai pas de contact, rien. Et puis j'en parle un peu à une personne, je dis tiens, qu'est-ce que tu en penses, ce serait chouette. Hein. Ah ben tu sais quoi, j'ai envoyé un mail à toute la résistance que je connais, moi je connaissais pas, c'est la petite Belge. Et elle envoie un mail et alors elle met tous les mouvements, voilà, les anti-vax, les vieux de la vieille français, qui étaient tous en train de s'entre-déchirer parce que tout le monde a attribué aux autres le fait qu'on n'avait pas gagné, évidemment, donc c'est toujours la faute du voisin. Hein. C'est pas les méchants d'au-dessus. Ouais. Moi j'avais raison, mais on ne m'a pas écouté. Et tout le monde répond en disant ah bah tiens. C'est génial, voilà, de toute façon, comme je représentais personne, j'étais toute seule dans mon coin, et tout le monde s'y est mis. Ça a été vraiment un truc rassembleur, et donc on s'est dit, on va essayer Vax à Cannes. Et ben rebelote, évidemment. Donc, alors, j'ai parlé au distributeur, je sais pas, tout s'est mis, c'était assez extraordinaire. Et puis j'y suis vraiment allée comme ça. On a fait un crowdfunding. J'y suis allée un peu complètement à la foi, on va dire, à l'aveugle. Hein. Une semaine avant, il y a Jean-Pierre Redier, vous connaissez peut-être, qui est président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, qui m'a contacté, qui m'a dit « Est-ce que tu sais où tu vas aller ?» Je lui ai dit « Ah non, je ne sais pas. Parce que il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus de rien. Hein. Enfin bon, Cannes le festival quand même, hein, faut le faire pour trouver. » Elle m'a dit « Écoute, je t'arrange tout. » Voilà. Et puis j'ai reçu des trucs sur mon téléphone. Voilà, tu vas là, tu feras le plein là-bas. Là, je t'ai réservé une chambre. Là, tu vas aller chez monsieur et madame Intel. Je suis allée avec mon fils. Mon fils, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, viens avec moi là, pour qu'il soit le témoin. Entre-temps, il avait 13-14 ans. Voilà, il a raté l'école. Et puis moi, je m'étais dit, au pire, on va camper. Hein, et donc, voilà. Même truc. Là, ils ont réussi à nous... à instaurer un pass, il y a eu un prétexte sécuritaire, ils ont réussi à instaurer un pass, comme quoi on ne pouvait pas avoir plus de 50 personnes, puis seulement les gens qui avaient le pass complet pouvaient venir, puis le nom du film n'était pas sur le programme, ils s'étaient trompés. Enfin, c'était vraiment, ça a été rebelote, et ça n'a jamais arrêté. Et alors, oui, évidemment, après, il y a un article qui est sorti dans un journal, je ne sais pas, le Hollywood, un journal de cinéma qui fait la chronique de Cannes. Et puis là, le distributeur, il a un peu pris peur, donc il a pris son avion pour aller aux États-Unis. C'est moi qui ai signé tous les papiers. Et voilà, parce que je pense qu'on lui a fait des menaces en disant, bon, écoute, voilà, il vaut mieux que tu ne sois pas là. Donc il m'a gentiment filé la patate chaude.
Le film a eu lieu quand même. Voilà, on n'a pas réussi, la manœuvre n'a pas réussi. La manœuvre pour briser l'ascenseur n'a pas réussi. Et puis, suite à ça, alors évidemment, là, il y a eu la machine qui s'est accélérée au niveau des politiques, notamment de l'Union européenne, hein, les politiques de l'OMS. Hein, je crois que c'est en 2018 ou 2019, l'OMS a dit les grands dangers de la santé mondiale, c'est la désinformation. L'Union européenne, fin décembre 2018, alors, c'est un peu plus tard, là, a fait un grand document général, un grand plan sur la vaccination, je n'ai plus le nom en tête, mais vraiment, là, c'était très clair. Il y avait vraiment cette volonté de vacciner toute la population européenne tout au long de la vie. Ça, c'était clair. D'avoir des passes vaccinaux. Ils ont voté des lois anti-fake news, etc., donc de censurer, etc., d'avoir des politiques de propagande, on va dire, d'éducation à la vaccination dans les écoles et compagnie. Donc tout ça, déjà, tout ce qui s'est après très très vite mis en place avec le Covid, ça a déjà été plus ou moins mis en forme à ce moment-là. Donc il y avait déjà les étapes. Après, il suffisait de dire « Ah bah tiens, justement, on l'avait prévu, on travaillait déjà dessus. » Et alors, c'est une supercherie, vraiment, je trouve, dans les textes, parce que les textes de l'Union européenne se réclament des traités internationaux, du droit international, et notamment de ce Global Health Security Agenda. Donc ils disent, voilà, selon les trucs de l'OMS, selon ci et là, les plans. Et donc c'est clairement un effet direct lié à cet agenda global, on va dire. Et notamment, ils ont une définition très perverse, qui c'est l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, où il a dit... Ils disent vaccine, parce qu'en fait le problème c'est que la santé c'est une compétence nationale. Donc normalement c'est la compétence des États membres et l'Union n'a pas à se mêler des politiques de santé des États membres. Sauf en cas de menace transfrontalière, n'est-ce pas? Voilà, comme une grande épidémie. Et donc ce qu'ils ont fait dans l'article 168, ils ont mis une disposition qui dit les maladies à prévention vaccinale sont considérées comme des fléaux de santé majeurs. Donc, c'est le produit qui crée la demande, le marché. Donc, ça veut dire que selon cette définition, à la limite, si je peux faire un vaccin pour un rhume, bah, tout à coup, on peut dire que le rhume est un fléau majeur. C'est génial! Génial! Voilà la définition. La définition de la menace sanitaire, c'est la menace sanitaire, toute maladie qui peut être traitée, on va dire, pas traitée, mais prévenue, soi-disant, par un vaccin, pour lequel il existe un vaccin, peut être considérée comme une menace sanitaire. Voilà, c'est clair. Donc c'est jusque-là que la fraude, il faut aller revoir ces textes. Enfin, il faut aller revoir ces textes, il faut sortir de l'Union européenne ou dégager les lobbies de l'Union européenne. Moi, j'ai été accréditée comme lobbyiste accréditée, c'est un vilain mot, mais qui m'a permis quand même d'aller de temps en temps fréquenter quelques réunions au Parlement européen, notamment pour la Ligue nationale des libertés ou bien une autre association dont je fais partie qui s'appelait European Forum for Vaccine Vigilance. Toutes les réunions auxquelles sont conviés, par exemple, les ayants droit, les stakeholders, les parties intéressées, les associations de patients, etc. Tout ça, c'est financé principalement par Merck Pfizer, par l'industrie pharmaceutique, directement. Donc, oui, donc beaucoup de... on a moins parlé, je ne sais pas où est Merck cette année, bon, apparemment ils n'ont pas les mêmes contrats avec les militaires américains, donc voilà, c'est Pfizer qui travaille avec les militaires et Merck a été un peu sur le côté. Mais donc oui, c'est clair,
C'est là que sont les problèmes, jusque dans la définition. C'est clair que c'est l'industrie qui écrit tous les textes. Et on le voit maintenant dans ce qui se passe là maintenant avec le rapport sur le Covid. Oui, certes, il y a un petit groupe de parlementaires européens qui se bougent. Il y en a une dizaine, sur combien? Sur, je sais pas, 500-600, un truc comme ça. Là, il y a un rapport qui a été rédigé sur la gestion du Covid. Apparemment, 40 pages d'auto-congratulation. Le mot dommage vaccinal n'y est pas mentionné une seule fois. Tout va bien, on va continuer à vacciner encore plus. Voilà. Donc, ça pose question. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport au traitement, je pense que le message, le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant en tant que parents, grands-parents. Déjà, on arrête de vacciner, tout court. Voilà. On ne peut pas faire confiance à ces produits. Aucun. Il y a des traitements pour les maladies, pour la plupart des maladies. Là, c'est la première chose. 2, pour l'autisme, il n'y a rien. Toutes ces approches biomédicales, etc., il n'y a rien à attendre de l'establishment. Donc, il faut prendre la santé en main soi-même. Moi, un de mes projets, c'est de faire une série de vidéos, non pas pour donner un protocole, parce que, comme je l'ai dit, chaque enfant est différent. Il n'y a pas, s'il y avait la recette magique, on l'aurait photocopiée, ça marche, et voilà. Et ce qui est arrivé à mon fils, la chance qu'il a eue, extraordinaire, de pouvoir récupérer, je dirais, toutes ses facultés, c'est triste à dire, mais ça reste une exception. Quand j'en ai parlé il y a plusieurs années, j'avais vraiment l'espoir que de nombreux enfants, en parlant de tout ça, que de nombreux enfants puissent vraiment récupérer leurs facultés. Ça n'a pas été le cas. Moi, je pense que la situation s'aggrave. Il y a évidemment le poids toxique qui croît chaque année, hein, puisqu'aujourd'hui on a la 5G, il y a les écrans, enfin je veux dire, tout l'environnement toxique continue de s'aggraver. Bon, les vaccins sont forcément pas meilleurs qu'avant, puis je ne sais pas, tout ce qu'il y a dans l'air, etc. Donc ça n'a pas été le cas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tous les enfants, ou presque, la très très grande majorité, pour lesquels on a vraiment essayé de soigner, de prendre en charge ben voilà, toutes ces problématiques corporelles. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, hein, mais aujourd'hui c'est de ça qu'on parle. Presque tous connaissent une progression, voilà, une amélioration. Donc ça vaut la peine d'essayer. On n'a rien à perdre, ça vaut la peine d'essayer. Quelqu'un qui ne dormait pas et qui dort, quelqu'un qui était agressif qui ne l'est plus. Ben rien que ça, je veux dire, ça peut déjà changer la vie de toute une famille. Ou même voilà, qui est plus heureux, ou qui commence à communiquer, peut-être même à parler, à retrouver... Enfin voilà, donc il y en a, mais il n'y a pas de truc miracle, et il n'y a pas le protocole miracle non plus. Voilà. Donc par contre, moi ce que j'avais dans l'intention, c'est de faire une série de vidéos sur quelles sont les, je dirais, l'attitude qui peut être porteuse en tant que parent. Comment observer, comment ne pas se laisser... parce que malheureusement, là-dedans aussi, il y a eu des abus, des gens qui vous font payer... les labos, ils sont contents, on va faire un panel autisme, et on va faire tourner les tests, et les tests, et les tests, et voilà, et puis on dépense son argent, et puis il y a ceux qui vendent des compléments, il y en a plein des bons, mais... il y a beaucoup de gens qui sont persuadés d'avoir le truc, la méthode, etc. Moi, je ne veux pas en recommander une en particulier. Donc, voilà, comment agir en tant que parent et selon les possibilités qu'on a. Il y a des mères qui sont seules et qui n'ont pas de boulot, qui ont 3 enfants, elles n'ont pas les moyens de faire grand-chose. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Donc voilà, moi, c'est un petit peu un de mes objectifs aujourd'hui. Voilà, et puis je pense que de toute façon, il faut continuer. J'ai quand même un espoir qu'on arrive peut-être à casser cette barrière médiatique avec la candidature de Kennedy.
Donc voilà, ça c'est aussi une des choses que je pense, moi je vais poursuivre. J'espère que j'avais quitté, on va dire, l'association l'an dernier, tout simplement pour m'occuper de choses sur le plan familial, qui sont aujourd'hui voilà, de côté. Donc je vois que c'est peut-être le moment, en tout cas pour moi de reparler un peu plus de ça. Je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va être très intéressant, la campagne qu'il va y avoir cette année. Et il faut que ça puisse avoir des répercussions en Europe, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte non plus, certes de plus en plus, mais vraiment du fait que l'Europe est complètement manipulée par les États-Unis. Vraiment, c'est la politique américaine qui prévaut dans tous les domaines, hein, que ce soit militaire, que ce soit l'énergie, les pesticides, n'importe quoi. Enfin, voilà, la santé, tout ça, tout cet agenda global, il n'y a pas que eux, c'est quelque chose bien sûr d'international, mais qui quand même, voilà, qui part quand même de là-bas. Ben, je crois que cette fois-ci, il me semble que j'ai déjà dit pas mal de choses, et peut-être un petit peu en naviguant d'un côté à l'autre, mais voilà, maintenant je vous remercie d'avoir écouté, puis on prendra les questions. Voilà, merci beaucoup.